Bonjour Cédric. Bonjour. Euh, vous avez eu en octobre sur Cyclisme Actu, où vous nous avez un peu fait un petit récap de votre saison 2024 avec l'équipe Cofidis. À l'époque, vous nous disiez que vous n'avez pas été à la hauteur sur cette saison. 3 mois après, est-ce que on est toujours sur le même constat ou ça a un peu changé? Je crois qu'il y a eu une remise en question de la part de l'équipe cet hiver. On a analysé tranquillement ce qui s'est passé. On a apporté pas mal de modifications. C'est une équipe Cofidis nouvelle version en 2025. Et bon, maintenant, on n'est plus qu'à quelques jours du début de saison. Donc, le juge de paix sont toujours les compétitions, les résultats des coureurs pour voir la qualité de l'effectif, la qualité du travail qui a été effectué. Donc, je suis encore plus optimiste que lors de notre dernier entretien parce que j'ai échangé notamment ce matin avec quelques coureurs qui ont le moral, qui ont juste hâte que la saison débute pour pouvoir justement mettre un dossard et faire briller ce maillot Cofidis. Vous nous aviez aussi beaucoup parlé des nouvelles recrues de Emmanuel Buchmann, Dylan Teuns, Alex Arambourou, voilà, qui sont trois de vos leaders cette année. Comment se passe justement leur premier pas avec l'équipe? Eh bien, l'intégration, c'est parfaitement réalisé. On les avait forcément un peu timides au stage administratif en octobre. Ils ont pris tout doucement leur marque sur le stage de décembre. Et puis là, ils font partie intégrante de l'équipe. Ça y est, ils ont pris leur marque. Ils sont chez eux, à la maison. Je pense que ça apporte un vrai vent de nouveauté. Ça insuffle vraiment une nouvelle dynamique dans l'équipe. Et ce sont des coureurs qui n'hésitent pas maintenant à prendre la parole, à prendre des décisions. C'est ce qu'on attend d'eux dans les compétitions. Donc je crois que toute cette phase de préparation est maintenant derrière nous et il n'y a plus qu'à s'exprimer sur le terrain, un peu comme dans les examens. Vous savez, vous passez du temps à préparer les choses, à réviser, etc. Et puis vous arrivez le jour J, eh bien là, il faut mettre tout votre savoir sur la table pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Et c'est ce que sont en train de faire nos coureurs actuellement. Justement, pour des coureurs étrangers comme ça qui rejoignent une équipe française, est-ce que l'intégration n'est pas un peu plus difficile? On sait, bon, par exemple, une équipe comme Decathlon AG2R a récemment changé sa langue officielle, entre guillemets, passé à l'anglais, mais d'autres équipes comme Groupama FDJ, eux, restent en français. Quel est un peu votre point de vue là-dessus? Non, mais nous, on est évidemment, on revendique notre fierté d'être une équipe française. Ça, c'est une certitude. Mais on a déjà depuis longtemps passé, je dirais, à l'international. C'est aussi à l'image de Cofidis Group, qui a 9 filiales dans le monde. Donc, au sein de l'équipe Cofidis, on a eu l'habitude d'avoir des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des coureurs de toutes les nationalités, et tant chez les garçons que chez les filles. Donc, on s'exprime beaucoup en anglais. On essaie de faire un mixte en fait. On ne veut pas imposer une langue d'emblée. Ce qu'on aime, c'est parler anglais ce matin. On fait quelques briefings en français. On parle parfois espagnol, on parle italien. Donc je pense qu'il y a vraiment une pluralité au sein de cette équipe et c'est ce qui me plaît, hein. Vraiment, je pense que aujourd'hui, c'est l'image que je cherche à dégager de cette équipe Cofidis. C'est tout simplement une équipe internationale et on est avec notre siège social en France. On a cette culture française, mais on veut faire briller la France au travers de talents du monde entier. Mhm. On a parlé un peu des transferts dans le sens des arrivées, aussi dans le sens des départs. Vous avez eu pas mal de coureurs qui ont quitté l'équipe. Juste un petit mot sur Alexis Goujard notamment, qui a eu une interview assez, enfin cinglante ou appelez ça comme vous voulez, mais avec nos confrères de l'équipe. Est-ce que vous avez une petite réponse à apporter à ça ou pas? Non, j'ai pas grand-chose à apporter. J'ai tout simplement une grande déception d'avoir lu ses propos parce que j'ai été le seul manager à lui tendre la main. Il faut quand même bien rappeler qu'Alexis Goujard était chez les amateurs. Aucune équipe n'en voulait chez les professionnels. J'ai été le seul manager à lui tendre la main. Cofidis a été la seule équipe à lui donner une deuxième chance.
on a donné le meilleur de nous-mêmes, chacun. Je parle des mécaniciens, des assistants, des directeurs sportifs. Chacun a essayé de l'aider. On lui a proposé notre aide à plusieurs reprises pendant l'année. On l'a essayé de le relancer sur un stage en altitude au mois de juillet parce qu'il faisait pas partie du Tour de France. Et ça n'a pas pris. Moi, je pense tout simplement que c'est un sport qui est très exigeant et que Alexis, peut-être comme certains coureurs, n'ont plus les capacités de faire les sacrifices nécessaires pour être au haut niveau. Donc, je cherche pas à rentrer dans une polémique. Moi, j'ai tendu la main à un coureur. Aujourd'hui, ben, il dit qu'on n'a pas été à la hauteur pour le relancer. Ce qui est simplement surprenant, c'est qu'aucune autre équipe ne l'ait sollicité pour qu'il puisse continuer sa carrière. Mhm. D'autres changements aussi qui sont intervenus cette intersaison. Vous avez eu, enfin vous l'avez annoncé d'ailleurs assez récemment, pas mal de changements dans votre équipe dans le staff de la performance. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ces choix? Comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. On a quand même été beaucoup critiqué en 2024 pour nos résultats sportifs. Donc à partir de là, mon boulot de manager, c'est d'essayer d'analyser la situation, d'essayer de voir ce qui fonctionne pas. Et ce qui fonctionnait quand même pas beaucoup, c'était la préparation des coureurs, parce que quand on arrivait sur les courses, on n'avait pas vraiment des coureurs capables de rivaliser avec les adversaires. Donc on a travaillé sur la nécessité de donner aux coureurs de nouvelles méthodes de travail. Donc, on a contacté différentes personnes et j'ai tout de suite très accroché avec Mattia Micheloussi parce que j'ai senti dans son discours celui d'un directeur de la performance passionné qui aime profondément les coureurs, qui a une forte expérience. Et d'ailleurs, si vous parlez aujourd'hui à tous les coureurs de l'équipe de cet effectif 2025, ils sont contents de ces nouvelles méthodes de travail. Je pense qu'il fallait de toute façon tirer un trait sur ce qui s'était passé, que je ne renie pas, hein, ça fait partie de l'histoire de Cofidis, mais à un moment donné, le boulot d'un manager, c'est d'apporter des changements quand ça fonctionne pas, parce que ben moi j'ai envie que vous valorisiez les résultats de l'équipe en 2025 plutôt que de taper sur nos têtes et de dire Cofidis, eh ben, ils sont comme 2024, ce n'est pas mieux. Donc voilà, je donne le meilleur de moi-même. L'équipe donne le meilleur de lui-même aussi, que ce soit au niveau sportif ou au niveau encadrement. Et ce qu'on veut, c'est ne rien avoir à se reprocher et se dire on a tout fait pour que Cofidis brille et retrouve sa vraie valeur dans le peloton. On parle souvent d'un cyclisme, on va dire, entre guillemets, à deux vitesses, avec des équipes qui ont des budgets de 50, 60 millions par année, et d'autres qui, justement, dans la même catégorie en World Tour, qui ont un budget 3, 4 fois inférieur, tout simplement. Euh, les gens parlent notamment au niveau de l'effectif, du recrutement, mais il y a aussi, ça transforme aussi par rapport à la performance, où il y a une équipe qui va avoir, je dis un peu des exemples, mais il y a 10 nutritionnistes qui a le choix de choisir plus sa marque de vélo, tout ce qui est en rapport avec la performance, et d'autres équipes avec des plus petits budgets qui ont moins de choix à ce niveau-là. Est-ce que vous confirmez un peu ce sentiment que les spectateurs ont, ou c'est un peu différent vu de l'intérieur? Je pense que c'est la même chose dans tous les sports, hein. Si on compare par exemple le football, les clubs de foot français peuvent pas rivaliser forcément avec les clubs de foot anglais ou d'autres ligues. Euh, Quand on parle foot en France, on parle plus championnat et donc on a des équipes qui sont plus ou moins dans les mêmes situations, excepté peut-être le PSG qui est vraiment hors catégorie. Dans le cyclisme, on mêle toutes les équipes. C'est comme si on est toujours en Champions League dans le cyclisme. Et donc voilà, je pense que les équipes qui ont la chance d'avoir un budget qui dépasse les 50 millions, ben, tant mieux pour elles, hein. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut pas forcément avoir 10 nutritionnistes pour qu'un coureur puisse atteindre un très bon niveau de performance. Faut pas tomber dans le piège. Ce sont pas l'encadrement qui va tout de suite vous transformer en Pogacar. Vous devez tout doucement faire votre apprentissage, montrer des prédispositions à la performance. Quand vous êtes néo-pro, ben, vous montrez tout simplement que vous êtes capable d'accompagner les meilleurs le plus longtemps possible. Vous prenez des leçons de temps en temps, mais vous montrez un certain tempérament. Et c'est grâce à ce cheminement-là que vous attirez des partenaires
plus performants, des membres du staff plus performants. Et c'est comme ça que vous grandissez. Je pense qu'on peut, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est ce que je dis toujours. Je crois que on a toujours ce qu'on mérite d'avoir. Si on veut avoir mieux, à nous de montrer qu'on est capable d'avoir des résultats plus importants. Et là, oui, l'équipe, elle est prête à faire des concessions. On l'a déjà fait cette année pour mettre à disposition des coureurs de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils de travail aussi. On va travailler sur des plateformes digitales de nutrition, des plateformes digitales d'évaluation de l'état physique de chaque coureur. Donc on apporte déjà beaucoup aux coureurs et je suis persuadé qu'on va franchir un cap. Maintenant, oui, on sait qu'il y a deux, trois équipes qui sont inaccessibles, mais on cherche pas à rivaliser, nous, avec les trois meilleures équipes du monde aujourd'hui. On veut rester humble à notre place, et je crois que si on réussit à faire une saison comme on a fait en 2023, voire mieux, eh bien, ça sera déjà une belle première étape dans le renouveau de Cofidis. Bon, on a parlé un peu des changements qui sont intervenus à cette intersaison, pardon. Bah maintenant, tout simplement, quelles sont vos ambitions pour cette saison 2025 qui arrive à grands pas? Les ambitions, c'est de retrouver la confiance, de retrouver la sérénité, de retrouver le devant de la course. Évidemment, je souhaite le plus de victoires. J'aimerais bien gagner sur le Giro, sur le Tour, sur la Vuelta. Je voudrais voir ce beau maillot Cofidis lever les bras le plus souvent possible. J'espère enfin un maillot bleu-blanc-rouge chez les garçons, être protagoniste dans les classiques avec Dylan Teuns et essayer, pourquoi pas, d'avoir un podium sur un monument. On sait qu'Alex Armborou est un coureur aussi capable de jouer les premiers rangs sur Milan-San Remo. On a des jeunes talents qui peuvent commencer à espérer voir la victoire sur des Coupes de France, parce qu'il y a aussi les Coupes de France qui nous intéressent vraiment beaucoup. Ce sont des courses formidables qui permettent de lancer un coureur dans le grand bain. On a des jeunes coureurs. Je prends par exemple un Clément Izquierdo qui fait ses premiers pas chez les professionnels. Le voir gagner une Coupe de France cette année, ça serait formidable. Donc voilà ce que je souhaite. Je veux pas non plus mettre trop de pression sur les coureurs parce que vous savez quand vous dites on veut gagner absolument ça, ci et ça met aussi une pression qui est négative. Et vous le savez bien, aujourd'hui les coureurs ont besoin de travailler dans la confiance, dans la sérénité. On reste dans un sport de performance, faut pas l'oublier. Donc, au final, on n'est pas là uniquement pour participer, parce que certains l'oublient, hein. C'est vrai que certains ont l'impression que être coureur cycliste, c'est un métier que vous pouvez faire jusqu'à 70 ans, parce que c'est sympa. Chaque année, vous allez en stage en Espagne, vous avez des nouveaux habits, vous voyagez, mais non, malheureusement, c'est un sport, c'est une période dans votre vie qui dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être pour ceux qui vont longtemps, et qui demande beaucoup de sacrifices. Donc ce qu'on veut, c'est les accompagner le mieux possible pour qu'ils puissent avoir les meilleurs résultats et cibler surtout les courses en fonction de leur capacité. Moi, j'attends beaucoup du Tour Down Under pour voir un peu comment les choses vont prendre, parce que ça donne la température. Vous savez, la première course de l'année, on a un Brian Cocard qui est déjà en bonne condition, Alexis Renard qui est vraiment à un niveau supérieur à l'année dernière, un Yon Izagirre, un Rezo Serrada qui vont pouvoir aussi se mêler à quelques batailles en Australie. Et je pense que le ton va être donné très rapidement en Australie et on va essayer de maintenir le niveau le plus haut possible tout au long de l'année. Mhm. Et si dans cette année 2025, est-ce que il y a vraiment un objectif qui est coché? Vous avez parlé bien sûr des Coupes de France, des grands tours, mais 2023, vous aviez notamment réalisé un grand Tour de France. Est-ce que vous avez de nouveau cet objectif-là en 2025? On se doute que oui. Oui, vous savez, le Tour de France va partir de Lille. C'est la première fois que Cofidis, qui existe depuis 1997, va s'élancer dans un Tour de France qui part de chez nous, parce que la dernière fois, c'était en 1994. J'étais spectateur à l'époque. Je me souviens de ce Tour de France qui s'était lancé par un contre-la-montre emporté par Chris Borman de l'équipe Gann à laquelle j'appartenais cette année-là, puisque j'avais signé dans l'équipe Gann en 95. Bon, et je sais pas, je pense que ce que j'attends, c'est un beau Tour de France où on fait honneur aux couleurs Cofidis
et peut-être un maillot jaune, porter un maillot jaune. Alors évidemment, il y a plusieurs coureurs qui ont la chance pendant un Tour de France de porter le maillot jaune. On a gagné 2 étapes il y a 2 ans. L'année dernière, ça a moins bien marché. J'aimerais bien qu'on puisse aller chercher une victoire d'étape et qu'on ait la chance d'avoir un coureur de l'équipe Cofidis qui porte le jaune. Vous l'avez vu hein, sur le maillot 2025, on a une petite allusion à cette couleur jaune. J'ai porté moi-même le maillot pendant 5 jours et j'aimerais bien être le manager d'un coureur qui porte le maillot jaune. Mhm. Un autre, une autre chose qui est bien sûr à noter sur cette saison 2025, c'est la fin du cycle de 3 ans au niveau du classement UCI pour les promotions et relégations. Vous êtes actuellement 18e, donc le dernier non relégable. Vous avez 2000 points d'avance, qui est quand même une belle marge sur Arkea, qui est 19e. Est-ce que ça prend une grosse partie de votre réflexion, ce classement UCI? Un peu d'angoisse, un peu comment vous vous situez par rapport à ça? Pas du tout, pas du tout. Nous, notre objectif, c'est d'aller chercher la 10, 12e place. Donc, on se préoccupe pas du tout de la relégation, du maintien. Vraiment, le recrutement a été fait pour que Cofidis aille sécuriser une 10, 12e place. Donc, notre objectif à nous, ça va être d'engranger des résultats pour pouvoir justement approcher le plus possible cette 10e place. Et on va pas se préoccuper de celui qui est 17e, 18e, 19e, 16e. C'est pas vraiment dans notre philosophie. En tout cas, j'ai pas envie d'être un comptable. Quand on devient manager comptable, on fait tout à l'envers. L'objectif, c'est d'essayer de mettre les coureurs dans les meilleures dispositions pour qu'ils fassent des résultats sur les courses. Et vous le savez très bien, les résultats donnent des points et on n'a pas besoin de compter ces points si on accumule les résultats. Moi, ce que je souhaite vraiment et ce que j'ai demandé à tous les coureurs, c'est d'accumuler les bons résultats, d'accumuler les podiums, d'accumuler les top 5 sur toutes les courses. Et quand vous faites ce type de résultats tout au long de l'année, je peux vous assurer que vous regardez pas du tout les points. Mhm. Là Euh, où vous vous retrouvez dans une situation difficile avec les points, c'est quand il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que quand vous faites des compétitions et que dans le top 10, top 15, top 20, il n'y a pas un coureur de votre équipe. Là, oui, les points, ça devient une vraie préoccupation. Et c'était un peu notre problème en 2024. Donc, avec des coureurs comme Arem Bourou, avec Simon Carr, avec Bourkman, avec Dylan Teuns, Agnol Koski, Fretin, enfin, ce sont des coureurs qui peuvent vraiment aller faire des super résultats dans toutes les courses. Et je suis sûr que ces coureurs-là vont nous donner la sécurité de ne pas compter les points chaque semaine. et bon, ben, merci pour ce petit point classement UCI. Maintenant, j'aimerais avoir un peu votre avis sur tout simplement votre vision sur le cyclisme français. On a attendu beaucoup de choses à cette intersaison. D'un côté, le cyclisme amateur qui est en grande difficulté en France. Certaines personnes aussi qui s'inquiètent un peu du niveau professionnel par rapport... Enfin, on n'a pas de super grandes stars en France, à l'image, ben, bien sûr, on les connaît, les Pogacar, Evenepoel, Vingegaard et compagnie. Quelle est simplement votre vision là-dessus? Vous savez, je pense qu'on a eu la chance en France aussi d'avoir des stars comme Bernard Hinault à une certaine époque où toutes les autres nations devaient envier la France parce que on est dans une mondialisation du cyclisme. Et il faut bien évidemment accepter que de temps en temps, sur une période, le champion, eh bien, il est danois, il est slovène, il est espagnol avec Indurain, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un bon cyclisme français. Honnêtement, il y a vraiment de très bons coureurs chez les jeunes. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile, c'est l'adaptation au très haut niveau. Mais quand on regarde les coureurs français, alors là, on a Romain Bardet qui va prendre sa retraite cette année, on a Thibaut Pinot qui a pris sa retraite l'année dernière, donc on est quand même sur une phase de transition, mais on a des coureurs talentueux comme Lenny Martinez, David Gaudu qui a déjà fait aussi des choses exceptionnelles. Nous, on a Benjamin Thomas qui est top. Alors, évidemment, pour gagner le Tour de France, c'est trop léger aujourd'hui parce que Pogacar a une telle longueur d'avance qu'on peut pas le rattraper au moins au moment où on se parle aujourd'hui, mais rien ne dit que Pogacar ou Vingegaard vont garder ce niveau encore longtemps. Regardez Christopher Froome
Je me souviens avoir commenté des Tours de France quand je travaillais pour la télévision. Christopher Froome, il écrasait tout et on se disait, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Aujourd'hui, Christopher Froome a du mal à terminer une course dans les 50 premiers. Donc voilà, je pense que le cyclisme est tellement exigeant aujourd'hui que c'est très difficile de rester à un super niveau longtemps. Et j'espère qu'on va avoir l'heureuse surprise de voir des coureurs français, eh bien, décomplexés parce qu'ils sont déjà décomplexés, et puis enchaîner des victoires. On a eu quand même des belles victoires françaises l'année dernière, notamment vraiment une saison exceptionnelle de l'équipe Décathlon AG2R que je félicite parce qu'ils ont fait une saison formidable et ils ont donné de l'espoir à toutes les équipes parce qu'on a vu que c'était une équipe qui était métamorphosée en une année en tout simplement un intersaison, c'est une équipe qui a été métamorphosée. Donc si Decathlon AG2R a su le faire, n'importe qui en travaillant dur peut y arriver parce qu'il faut travailler dur, hein, ça se fait pas juste en claquant des doigts. Et donc le cyclisme français, je pense qu'il se porte bien. On est la nation qui a le plus de compétitions. Certes, certaines compétitions sont un peu en difficulté financière, mais c'est un peu à l'image de l'économie mondiale. Euh, et le cyclisme amateur, évidemment, doit trouver sa place dans cette nouvelle donne, parce que le schéma qu'on connaissait par le passé, c'est-à-dire junior, amateur, professionnel, eh bien, il est en train d'être complètement bouleversé. Il y a des équipes continentales. Donc, je pense que le paysage du cyclisme, dans 10 ans, sera plus du tout le même qu'aujourd'hui. On va devoir avoir une nouvelle approche, repenser notre système. Ce sont aussi le travail des instances nationales et internationales pour justement assurer la pérennité de notre sport parce que faut pas se leurrer, on est aussi en concurrence avec les autres sports. À un moment donné, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est comme dans le peloton, hein. Quand vous arrivez à la trouée d'Arambert, il n'y a pas de la place pour tous les coureurs. Il faut jouer des coudes. Et dans le monde impitoyable de la concurrence sportive, il faut aussi se trouver un chemin. Je crois qu'on a la chance d'avoir l'un des événements sportifs les plus populaires au monde avec le Tour de France. C'est l'événement le plus attendu. Eh bien, profitons de cette chance-là plutôt que d'essayer de se lancer dans des combats parfois stériles. Je fais partie de la IJCP, je fais partie de quelques associations et c'est vrai que des fois, je vois qu'on passe plus de temps à essayer de débattre sur des sujets que de profiter de la richesse dont on dispose. Il y a plein de sports qui rêveraient d'avoir un événement comme le Tour de France. Nous, on l'a dans le cyclisme. Eh bien, profitons-en et essayons après, eh bien, justement, de surfer sur cette richesse pour faire développer les autres épreuves. Ce qui est clair de toute façon, c'est qu'au niveau sportif, on peut pas faire un Tour de France tous les mois, c'est pas possible. Ça demande une préparation, une débauche d'énergie, ça demande de la récupération. Donc voilà, je pense qu'il faut que chaque organisateur essaie de trouver sa place dans le calendrier, puisse séduire aussi des stars, parce enfin, je me mets à la place des organisateurs, ils aimeraient tous avoir au départ de leur course Van der Poel, Pogacar, Alaphilippe, etc. On veut tous avoir les stars. Mais encore une fois, moi, je prends l'exemple, par exemple, des 4 jours de Dunkerque, qui est une épreuve qui a révélé des grands talents, des Rui Costa, enfin plein de coureurs qui sont plus tard devenus champions du monde. Donc chacun doit rester dans son créneau et trouver les moyens justement de se développer. C'est le plus important. Donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire le cyclisme français est un peu en difficulté parce que on voit que c'est de plus en plus difficile de garder son rang parce que la concurrence est de plus en plus forte. C'est la réalité dans la vie aujourd'hui, mais on est quand même pas si mal que ça. Mhm. Et quelles sont vos attentes pour cette saison 2025? On sait, bon, bien sûr, vous êtes manager de l'équipe Cofidis, mais vous avez aussi auparavant été coureur, été consultant à la télé. Euh, un peu en dehors de votre équipe, qu'est-ce que vous attendez de cette saison? Bah, moi, j'attends une saison où on ait peut-être un petit peu plus de rivalité et de match. C'est vrai que de voir un coureur écraser outrageusement une course et quasiment tuer le suspense à 80 km de l'arrivée, c'est désespérant, c'est mauvais pour l'audience aussi. Donc j'aimerais bien qu'on ait des rebondissements. Le cyclisme doit redevenir un peu plus humain, c'est-à-dire qu'on doit voir des
des échappées formidables, on doit voir des défaillances, parce que la défaillance fait partie du cyclisme. On l'a déjà vu, je l'ai vécu personnellement, c'est pas agréable, mais ça fait partie du cyclisme. Il y a forcément des moments où vous n'êtes pas au top, vous êtes victime de défaillances, des surprises, des rebondissements. Et peut-être un vainqueur surprise du Tour de France, parce qu'aujourd'hui on se dit tous, et oui, Pogacar va gagner le Tour, c'est une évidence. Sa cote sur les sites de Paris, elle doit être énorme. Eh bien non, si c'était justement quelqu'un d'autre qui venait titiller Pogacar, ça serait. Je pense il faut surprendre les gens pour qu'ils puissent encore s'intéresser plus au cyclisme. Justement, sur Pogacar et son hégémonie, vous avez un peu déjà répondu, mais c'est... Alors, il y a deux parties. Il y en a qui disent, oui, c'est super parce qu'on assiste à un spectacle incroyable, quelqu'un qui part à 80-100 km de l'arrivée, on voit une légende de nos yeux. Et il y en a d'autres qui disent, mais oui, mais c'est quand même vachement ennuyant quand à 2 heures de l'arrivée, on sait déjà qui va gagner. Oui, de toute façon, on peut jamais faire un monde. Enfin, je veux dire, on peut jamais rendre tout le monde heureux. Il y a toujours des gens qui vont aimer une façon des choses et puis une partie qui va pas adorer. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a toujours des critiques. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est bien servi parce que chacun donne son avis, comme si ils avaient l'expérience parfois. Parce il faut aussi connaître les tenants et aboutissants. Faut parfois connaître plein de choses pour analyser une situation et porter un jugement sur une situation. Moi, je pense que Pogacar, c'est une chance aussi pour le cyclisme parce que c'est quelqu'un qui dégage une, euh, une force phénoménale. Alors, faudrait pas non plus que pendant 5 ans il écrase tout le cyclisme, parce que là, c'est vrai qu'on serait, on s'ennuierait un peu. Mais encore une fois, il a fait une saison 2024 exceptionnelle. Moi, je reste persuadé qu'on va voir un Pogacar peut-être moins à son avantage en 2025, parce que ses adversaires vont s'adapter, ils vont changer leur stratégie, on va essayer de piéger UAE. Et donc, on va avoir peut-être une saison qui sera encore plus palpitante et peut-être plus incertaine. Donc, rien n'est écrit d'avance dans le cyclisme. Vous savez, il y a tellement d'aléas. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez être victime d'une chute à un mauvais moment. Euh, voilà, pour preuve, par exemple, sa chute à Liège-Bastogne-Liège il y a 2 ans, il me semble, où il se casse le scaphoïde. 2023, oui. C'est pas à souhaiter, évidemment, hein, c'est pas à souhaiter, mais ça fait partie du cyclisme. Vous savez, nous, Stéphane, je parlais avec Stéphano Oldani ce matin, et lui réanalysait aussi sa saison 2024 en se disant que, bah, par exemple, le Grand Prix La Marseillaise, il a été emmené dans une chute, il s'est aussi cassé les scaphoïdes à ce moment-là, et sa saison a été patatras. Donc, le cyclisme, c'est rock'n'roll, ça va dans tous les sens, ça va de plus en plus vite. Donc, je pense que Pogacar, il faut le prendre évidemment aussi comme une chance. C'était un talent chez les amateurs. Aujourd'hui, il est, je pense, au sommet de son art. Il a la chance d'être entouré par des très bons coureurs. Donc, il y a fort à parier que ça va être encore un coureur qui va marquer la saison. Maintenant, il peut y avoir aussi une certaine forme de lassitude. Vous savez, quand chaque année vous arrivez, vous gagnez facilement, à un moment donné, vous pouvez tomber dans une certaine lassitude. En tout cas, c'est à souhaiter. Et puis peut-être le voir en difficulté, comme on l'a vu en difficulté sur le Tour de France il y a 2 ans, hein. Je me souviens de cet épisode où il dit à la radio qu'il n'y a plus rien, il est vide. Eh ben voilà, ça peut aussi très bien lui arriver. Donc tout peut arriver et souhaitons de toute façon qu'on ait des belles batailles sur les routes. Bon, allez, dernière petite question pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025, que ce soit ben, personnellement en tant que manager ou pour votre équipe? Bah, je pense qu'après la saison 2024 compliquée et on voit l'état d'esprit des coureurs qui nous ont quittés, eh bien, on comprend mieux aujourd'hui pourquoi peut-être les choses n'ont pas marché en 2024. Ce qu'on peut simplement souhaiter, c'est qu'on ait un effectif qui prenne du plaisir à travailler ensemble, à vivre ensemble, qui ait l'honnêteté de dire les choses quand ils ont le maillot Cofidis sur les épaules et pas critiquer l'équipe Cofidis derrière parce que l'équipe Cofidis, comme toutes les équipes,
eh bien, elles rêvent de voir leurs coureurs gagner. Nous, on ne vit que pour ça, c'est notre passion. Sinon, on ferait plus ce métier-là. Et donc, on est malheureux quand on voit des coureurs en difficulté, quand on voit des coureurs souffrir. On essaie de trouver des sorties de secours. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que nous, et quand je dis nous, je m'inclus tout le staff de l'équipe, on peut pas faire les sacrifices et le travail nécessaire pour aller gagner une course. On peut plus. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Je l'ai fait personnellement pendant 10, 15 ans. Mais à un moment donné, les 5 heures, 6 heures de vélo qu'il faut faire aujourd'hui, moi, je peux pas les faire à la place d'un autre coureur. Donc là, on les a vus partir à l'entraînement. Il y a 6 heures de prévu aujourd'hui. Il y a cette vraie motivation. Et, euh, et je vois sur les visages des coureurs qu'il y a ce petit rayon de soleil qui est déjà présent et surtout l'envie de montrer que Cofidis est une équipe qui n'a pas encore atteint le maximum de ses possibilités. Et le vœu le plus cher que je fais aujourd'hui, c'est de voir Cofidis peut-être faire la meilleure de ses saisons depuis sa création. Tout simplement, voilà, dans sa globalité, il y a des saisons qui en dépassent d'autres. Et si 2025 était la plus belle saison de toute l'histoire de Cofidis. Merci beaucoup Cédric Vasseur pour cette interview accordée à Cyclisme Actu et bonne saison 2025. Merci à vous, bonne journée. Au revoir.